Je souhaite un très bon début de semaine à tous nos frères et sœurs qui vont engager aujourd'hui lundi une semaine de dur labeur pour pouvoir subvenir non seulement à leurs propres besoins, mais aussi à soutenir les parents qui ont toujours besoin de l'aide des enfants. J'ai décidé de me pencher sur deux sujets, donc je vais faire deux petites vidéos sur les deux sujets. Le premier sujet est le sujet sur l'immigration, aussi sauvage que on la voit maintenant se dérouler sous nos yeux entre principalement l'Afrique du Nord, la Libye et la zone méditerranéenne de l'Europe, composée surtout de l'Italie. Chaque jour, des centaines de jeunes d'Afrique et aussi maintenant de Syrie, à cause de la guerre, embarquent, depuis la Libye surtout, dans des chaloupes de fortune pour tenter de gagner l'Europe. Aujourd'hui, la plupart des jeunes ne se cassent plus la tête à aller dans une ambassade européenne pour faire une demande de visa, car ils savent qu'ils n'auront aucun visa de ce genre pour aller, comme dans le temps ancien, séjourner en Europe. Quand on regarde de près la carte d'Afrique et on regarde les pays d'origine de ceux qui traversent pour aller de l'autre côté, on se rend compte que 50% sont des jeunes issus de pays dits à économie avancée. C'est quand même un peu étonnant que des jeunes issus d'un pays qu'on suppose être avancé sur le plan économique, où sont les chiffres officieux et officiels, le chômage n'est pas aussi galopant, que ce soit ces jeunes-là qui préfèrent aller mourir dans la Méditerranée que de rester chez eux pour obtenir justement un meilleur avenir. J'ai des amis au Niger avec qui j'échange énormément. Et quand je regarde la liste souvent de ceux qui meurent dans la Méditerranée, je ne vois pas de Nigériens. Pas qu'ils ne passent pas, mais si on n'en trouve pas parmi les morts, ça veut dire que le taux de Nigériens qui passent est très faible. Pourtant, ils sont voisins aux Libyens. Je me suis donc posé la question, mais pourquoi un pays comme le Niger, qui est l'un des plus pauvres du monde, les jeunes ne tentent pas l'aventure alors qu'ils sont plus proches de la Libye? Mais ce sont des jeunes qui viennent du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, qui préfèrent aller tenter de passer dans ces conditions horribles que des jeunes qui viennent du Niger ou du Tchad. La première réflexion a été de comprendre même pourquoi les jeunes fuient leur pays, alors que ces pays sont dits pays stables. En Côte d'Ivoire, il y a une occupation qui a duré presque 10 ans, de 2002 à 2011. À cette époque, le taux de départ dans ces conditions n'était pas aussi élevé qu'après 2012. Après mes enquêtes et analyses des éléments que j'ai eus à ma disposition, la plupart des jeunes qui quittent la Côte d'Ivoire surtout, quittent la Côte d'Ivoire parce que découragés, parce que l'avenir qu'ils pensaient meilleur se trouve être bouché. On va pas faire de polémiques. C'est vrai que parmi ceux qui viennent de Côte d'Ivoire, tous ne sont pas ivoiriens, mais il y a des Ivoiriens. Le second aspect est, il semble que l'économie du pays qui est si brillante aujourd'hui, en fait, est détenue par une poignée de la population, qui met donc le gros lot dans la misère. Et chaque parent estime qu'il faut encourager son fils ou sa fille à aller en Europe pour donner à la famille un mieux-être. Ça, c'est le côté africain. L'Europe se plaint depuis longtemps de l'immigration des sans-papiers. Il y a eu des opérations où on a rapatrié sans-papiers en Afrique. On a tous vu les images de nos frères du Mali, surtout qu'on rapatriait par les avions enchaînés. Mais ce qui m'étonne, depuis que cette immigration a commencé après la chute de Kadhafi, on voit de moins en moins, pratiquement plus, de rapatriement d'immigrés avant la chute de Kadhafi. Ça m'a un peu tiqué.
Pourquoi maintenant qu'on est convaincu et qu'on sait tous par A plus B que ceux qui sont en Europe aujourd'hui, qui sont rentrés depuis 2011, 2012 et autres, ils sont sans papier. Mais on n'arrive plus à les attraper pour les rapatrier. Alors qu'avant cette immigration sauvage, régulièrement, on procédait à des rapatriements de nos frères. J'ai commencé à donc enquêter de l'autre côté pour voir le pourquoi. Il y a des camps d'immigrés, surtout en Italie. Le premier camp qu'on trouve, c'est le camp de l'île de Lampedusa. Et les camps sont gérés par des ONG qui ont été créés justement après la chute de Kadhafi pour juguler l'immigration. J'ai plein d'amis qui sont passés, j'ai des parents qui sont passés. Certains sont restés dans l'eau, paix à son âme. D'autres cherchent à passer. Mais une chose est certaine, quand je me suis renseigné, je leur ai demandé, les ONG qui sont dans cette eau de la Méditerranée, qui arrivent à récupérer les bateaux avec les immigrants à l'intérieur pour les envoyer à Lampedusa surtout, ou dans d'autres camps de réfugiés ou de migrants, comment savent-ils que le bateau est à la dérive sur la Méditerranée? Les témoins me disent, quand on quitte la Libye, les mêmes gardes-côtes nous pourchassent, nous arrachent tout, nous dévêtissent. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des noyés ou des gens qu'on sauve sont sans vêtements parfois, sauf une simple culotte. Et ensuite, ils détruisent le moteur à défaut de pouvoir l'enlever. Ce sont les mêmes qui appellent les ONG pour leur dire qu'un bateau ou des bateaux sont à la dérive. Et ils situent un peu l'endroit. Et l'ONG calcule après par rapport au vent où peut être le bateau. C'est comme ça qu'on les sauve. Mais j'ai posé la seconde question. Les actions ou les opérations de sauvetage ont lieu où? Il me dit non, que dès que tu quittes la Libye, ça ne dure pas. Le voyage a duré 1 heure, même pas 15-20 minutes. Les gardes sont déjà sur vous. Quand je regarde les mouvements de vent dans la Méditerranée, logiquement, les chaloupes doivent virer en allant vers l'est. Ça veut donc dire que les bateaux qu'on détruit, qu'on arraisonne et dont on enlève le moteur ne peuvent pas progresser pour aller vers l'Europe. Ça veut donc dire que les ONG récupèrent les bateaux en pleine mer, pas dans les eaux territoriales d'Italie. Ma question est, pourquoi des bateaux qui contiennent des migrants qui ont été trouvés en pleine mer, on l'a fait venir, disons, ces chaloupes, on les fait venir en Italie. Alors que les conventions sont claires, généralement, on retourne le bateau là d'où il est parti. C'est ce que les Turcs font aujourd'hui. À ma grande surprise, quelqu'un me dit, dans les camps de réfugiés et des migrants que tu vois, les planteurs de tomates et autres qui sont dans le sud de l'Italie ont le pouvoir de venir nous chercher pour qu'on aille travailler pour eux à vraiment bas prix, parce que nous sommes des migrants sans papier, et ils nous ramènent au camp. Certains dans le camp, on leur a posé de faire des petits boulots dans les villages à côté. Et comme on n'a aucun registre, aucun papier, si on ne t'a pas payé, tu ne peux pas te plaindre. Je dois commencer à mettre ensemble les différents éléments. J'ai commencé à donc rechercher les réglementations sur l'Union européenne sur la migration. J'ai été stupéfait de constater que l'Union européenne vient d'augmenter son budget en 2017 pour faire face aux flux migratoires qui arrivent. Ça fait donc deux discours différents. Comment une zone qui lutte contre la migration clandestine augmente son budget pour faire face aux flux migratoires clandestins? Quand on met dans la balance toutes ces informations, on se rend compte que cette migration sauvage est incitée et provoquée par l'Europe. Je vais donner quelques éléments. Chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, mais moi je ne donne pas une opinion. Je parle de faits historiques et de faits actuels. Après les années 70, après le baby boom, l'Europe actuelle se trouve dans une situation où le taux de natalité est très bas. Des pays comme l'Allemagne ont plus de vieux que de jeunes. Les pays comme la France aussi, sans l'immigration, allaient connaître le même sort, de même que l'Italie. Faire venir les Africains de manière correcte en passant par l'ambassade oblige ces pays à leur reconnaître
des droits, donc à leur donner un statut officiel et donc à les traiter sur le plan du travail comme ceux qui sont localement installés. Ça veut dire que tu ne pourras pas embaucher un Africain qui vient par les voies légales en le payant un taux misérable par rapport à quelqu'un qui ne veut pas par les voies légales. On se comprend. Si les ONG sont capables de faire du business avec des propriétaires qui emploient ces migrants dans les camps des migrants et les ramènent au vu aussi de tout le monde, ça veut donc dire que l'Europe se sert de cette main-d'œuvre-là, vulnérable, pour pouvoir faire produire des choses en y apportant comme coût de production zéro pratiquement. Quand on prend la récolte des tomates, qui est manuelle en Italie, tu es payé par rapport à l'unité. Je sais très bien que l'Union européenne aide l'Italie depuis la crise de 2008 dans ce domaine en fournissant à l'Italie une manne financière qui permet d'avoir toujours de la main-d'œuvre pour récolter les tomates. Car avec la crise, beaucoup de jeunes avaient fui les campagnes. Et quand à un moment donné, eux-mêmes, ils avaient commencé à trop bloquer les immigrations, ils étaient en manque de main-d'œuvre pour récolter les tomates. Cette histoire est connue. Maintenant, avec cette immigration sauvage non contrôlée, ils prennent la manne financière qu'on leur attribue pour trouver de la main-d'œuvre et ils vont prendre les migrants dans les camps pour aller récolter les tomates. Ils leur payent des prix misérables. Je prends un exemple. Si tu dois payer 30 € la journée, comme tu es sans papier, tu es un migrant qu'on peut rejeter dans l'eau comme on veut, tu n'as pas le choix que d'accepter de prendre 2 € la journée. Et le propriétaire empoche les 28 € dans sa poche qu'il a reçu de l'État pour embaucher des travailleurs occasionnels saisonniers dans son champ, qui doit normalement déclarer pour les services sociaux. On voit donc bien que quand les ONG vont prendre les gens dans la haute mer, ils sont recommandés de les envoyer en Europe pour que ceux-ci constituent une main-d'œuvre qu'ils peuvent exploiter sans débourser le moindre centime. Le sud de la France, dans les années 70, a fait migrer beaucoup d'enfants réunionnais. Beaucoup ne savent pas cette histoire. Parce que quand il y a eu le boom économique, la plupart des jeunes ont fui les zones rurales pour aller dans les centres urbains travailler. Donc, par manque de main-d'œuvre, Jean Debré, qui était encore député à La Réunion, a mis en place un programme qui a permis de transformer les enfants des personnes en orphelins et les faire venir dans les zones rurales en France pour servir de main-d'œuvre, enfants adoptés par les familles rurales, mais qui travaillent dans les champs. Ils existent, ceux qui veulent savoir, ils vont et ils cherchent, ils trouveront l'histoire. Donc, on voit bien que la France n'est en fait qu'en train de renouveler ce genre de politique, mais sous une autre forme. On voit bien que sous nos yeux se déroule une nouvelle traite négrière. Donc, les pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, qui sont considérés par le FMI comme des pays stables, à bon rendement économique, ont des politiques basées sur le fait de pouvoir créer une sorte de misère et inciter les jeunes à aller se chercher de l'autre côté. Donc, on ne fera jamais de propagande ni de programme pour empêcher la migration, mais on fera tout pour que la plupart des jeunes se sentent contraints de partir. Comment on peut contraindre les jeunes à partir? Je prends un exemple tout simple. Depuis longtemps, les jeunes se débrouillent au bord des trottoirs en train de faire du commerce, avec lesquels ils arrivent quand même à vivre. Donc, ils se disent, j'ai de l'espoir. Si j'ai réussi à obtenir un crédit avec une banque comme la COPEC, je peux donc augmenter mon business pour avoir un peu plus de revenus. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu démolir tous ces business sans compensation, mettant dans la misère des personnes qui avaient un peu, ne leur donnant aucun débouché dans le futur ou dans l'avenir immédiat, les contraignant donc à chercher le soleil ailleurs. Tout ce cinéma de détruire et de rendre la ville propre d'Abidjan. Abidjan n'est pas propre parce que dès qu'il y a une petite pluie, tous les caniveaux ressortent tous les déchets qui ont été mis. Donc, et ce n'est pas Abidjan celui qui a détruit. J'ai des amis qui sont à Daloa qui ont perdu leur magasin alors qu'ils payaient des taxes à la mairie. C'est maintenant, en 2012, 2013, 2014, qu'on trouve qu'ils sont sur le trottoir et qu'ils ne devaient pas y être. Sans leur proposer un autre lieu pour aller faire le commerce,
on a rasé tous les magasins. Si on voulait vraiment garder les jeunes en Côte d'Ivoire, en rasant les magasins, on allait leur proposer d'autres endroits, d'autres sites pour s'installer. Mais non, on te rase ton magasin et tu n'as pas de site pour aller t'installer. Avec la misère donc qui s'est déclarée de cette manière, on a de manière consciencieuse et consciente commencé à pousser les jeunes à penser à quitter le pays pour aller ailleurs. Pour aller ailleurs, à faire quoi? À servir de main-d'œuvre à bas prix pour les grandes maisons ou les grandes industries d'Europe, disons, pour les services de l'Europe. Ce sont les pantins qui sont à la tête de ces pays-là qui migrent beaucoup, remarquez bien. Mes amis qui sont au Niger me disent que mais on connaît les Libyens, ce pas des hommes. Nous sommes au Niger, plus pauvre que la Côte d'Ivoire, plus pauvre que le Ghana, plus pauvre que le Nigeria, plus pauvre même que la Guinée et plus pauvre même que le Mali. On ne va pas là-bas. On voit les Ivoiriens et autres passer pour aller tenter l'aventure. Mais nous, on n'y va pas. Pourtant, on est dans la misère. On préfère rester dans cette misère que d'aller tenter l'aventure aussi risquée. Je ne vais pas être long. C'est un sujet qui est ouvert. Chacun va dire ce qu'il pense. Mais moi, ce n'est pas une opinion. Je me base sur des faits qui sont à ma possession, que chacun peut avoir s'il a envie de savoir, et que chacun donc ouvre le débat sur le comment se fait-il que c'est quand nous sommes considérés comme dans un élan positif économique que c'est maintenant que nos jeunes bras valides commencent à quitter le pays. Généralement, on quitte un navire quand il est à la dérive, pas quand il vogue bien. Cette question, chacun doit se la poser, car chacun d'entre nous a un parent qui peut tenter l'aventure et y perdre la vie. Ce n'est pas une affaire qui me concerne ou qui te concerne, mais c'est une affaire qui concerne l'avenir de l'Afrique. Quand on voit le nombre de personnes qui meurent par an venant d'Afrique, quand tu perds 15 000 personnes dans une zone comme la CEDEAO, des jeunes de 16 à 26 ans, ça fait des bras en moins et ça fait des natalités en taux réduit avec le temps. Merci.